Salut chers abonnés, salut tous ceux qui me suivent un peu partout dans le monde. Nous évoluons sur la deuxième leçon, chapitre numéro 2. Pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier? C'est sur ce thème que nous allons débattre tout au long de ce chapitre. Et là, la chose la plus importante que je voudrais qu'on retienne, un défi que je voudrais qu'on retienne, c'est ceci. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas combien d'argent vous faites, mais combien d'argent vous parvenez à conserver. C'est le conseil que j'aimerais que tout le monde mette en tête. Et c'est tiré du livre de Robert T. Kiyosaki, pour ceux qui le savent déjà. Alors pour ça, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'histoire de l'homme d'affaires le plus riche. Voilà que Robert Kiyosaki a donné dans ce chapitre. Écoutez ceci. En 1923, un groupe composé de nos plus grands chefs de file et de nos plus riches hommes d'affaires tint une réunion à l'hôtel Edgewater Beach à Chicago. Au nombre des invités se trouvaient Charles Schwab, PDG de la plus importante aciérie indépendante, Samuel Insull, président de la plus grande entreprise de services publics au monde, Howard Hobson, directeur de la plus considérable compagnie de gaz, Evar Kruger, président international Matchco Point, l'une des plus grosses entreprises de l'époque, Léon Frazier, président de la Banque des remboursements internationale, Richard Westney, président de la Bourse de New York, Arthur Cotton et J.C. Livermore, deux des spéculateurs les plus imminents de la bourse, et Albert Fell, membre du cabinet du président Warren Harding. 20 ans plus tard, 9 des personnes figurant sur la liste précédente vécurent des événements suivants. Monsieur Swatch mourut sans le sou après avoir vécu pendant 5 ans avec de l'argent emprunté. Samuel Insull trépassa fauché dans un pays étranger. Messieurs Kruger et Cotton moururent également à sec. Howard Hobson perdit la raison. On venait tout juste de libérer Richard Whitney et Albert Fell de prison. Messieurs Fraser et Livermore se suicidèrent. Alors, cette histoire s'est passée quelques années avant la crise, avant le débâcle financier de Wall Street et de la crise économique de 1929. Ces personnes qui étaient considérées comme les plus riches de l'Amérique, 25 ans plus tard, ont tous disparu du marché. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est la question qu'il faut se poser. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal comporté. C'est-à-dire que ces hommes, à travers l'analyse du livre de T. Kiyosaki, ont bâti des immeubles sur du sable au bord de la mer. C'est-à-dire que sans fondation. Et c'est ça effectivement l'origine de la chute de cette fortune. 25 ans plus tard, 25 ans seulement. Ils ont tous chuté. Certains en prison, d'autres mourus, d'autres se suicident. On se demande qu'est-ce qui peut bien arriver à quelqu'un jusqu'à ce que la personne se suicide. Ça voudrait dire que la mort vaut mieux que la situation dans laquelle la personne vivait. Donc voilà l'important pour lequel il faut enseigner l'ABC. Il faut avoir les notions du marché financier. Maintenant, ici, ce que Robert Kiyosaki nous enseigne, c'est parce que la plupart des personnes n'ont pas de notion et pensent qu'il y a certains biens qu'on peut mettre ça dans les actifs. Pourtant, ce sont dans les passifs. Lorsque nous faisons l'analyse de la plupart des personnes qui existent, que nous considérons comme des pauvres, des riches ou des pauvres, c'est qu'il y a 3 types de catégories de personnes. Des personnes qui travaillent et qui doivent toujours travailler. Des personnes qui passent tout leur temps à acheter les passifs, c'est-à-dire quand je parle des passifs, qui achètent des biens qui leur font dépenser également. Et il y a des personnes qui passent tout leur temps à acheter des actifs. Et ceux qui passent tout leur temps à acheter des actifs, c'est de ces personnes, on peut parler des riches. Mais une personne qui passe tout son temps à travailler, ça c'est l'exemple d'un employé qui travaille pour un salaire. Alors un salarié travaille. Il travaille pour enrichir 3 personnes, 3 firmes. D'abord, il travaille pour enrichir l'entreprise. L'entreprise qui a mis en place le système, ses collaborateurs, ses associés,
s'enrichissent. Mais au cas contraire, l'employé qui travaille dans l'entreprise n'a rien parce qu'il ne fait que travailler pour payer ses factures. Et la deuxième des choses, l'employé enrichit l'État. L'État, pourquoi? Parce que lorsqu'il travaille, l'État prélève les taxes même avant que la personne ne puisse percevoir son salaire. C'est-à-dire que l'État, lui, il perçoit les taxes, même sans poser une question, sans dire quoi que ce soit à l'employeur, sans demander l'avis de l'employeur. Et là, l'employeur va se dire que non, si je veux vraiment acheter de nouvelles maisons, si je veux vraiment acheter une nouvelle moto, si je veux vraiment acheter une nouvelle voiture, il me faut travailler dur. Et lorsque vous travaillez dur, les taxes deviennent plus colossales. Et ce qui est un peu déplorable, lorsque votre salaire augmente, vous avez votre avidité, c'est-à-dire que votre désir qui augmente. Ne pensez pas que si aujourd'hui vous gagnez ce que vous aviez un salaire peut-être de 100 000 francs, que vous n'arriviez pas à satisfaire tous les besoins du mois, tous les besoins mensuels. Ce n'est pas lorsque vous aurez un salaire peut-être de 200 000, de 300 000 que vous pourrez le satisfaire. Tout est question de la planification. Tout est question de l'intelligence que nous véhiculons. Alors, le troisième aspect, c'est que nous travaillons pour enrichir les banques. Les banques, pourquoi? Parce que lorsque vous travaillez, un salarié travaille déjà, même sans atteindre la fin du mois, il roule dans les dettes déjà. Oui, ça c'est clair. Ceux qui sont des employés ne vont pas me dire le contraire. Ils roulent déjà dans des dettes. Alors, vous avez les dettes sur votre carte de crédit. Alors, mais si vous n'avez pas de dettes, Dieu merci, alors vous allez aller épargner votre argent à la banque. Soit disant que vous voulez vous mettre en sécurité le jour que vous n'avez pas l'argent, vous allez aller soustraire cet argent. Mais le pire c'est quoi? C'est que lorsque vous prenez cet argent, vous allez vous mettre à la banque utilise cet argent pour emprunter à d'autres qui vont rembourser avec intérêt. C'est-à-dire que vous mettez votre argent, vous faites enrichir celui qui est riche. Alors le riche est toujours riche et le pauvre est toujours pauvre. C'est le système dans lequel nous nous trouvons. Alors si vous arrivez à connaître les ABC de tout ce contour, vous allez vraiment être financièrement libre. Alors la deuxième chose, c'est quoi? Les gens pensent que construire une maison, c'est un actif, c'est un acquis. Oui, la nuit des temps, on a toujours pensé comme ça. Lorsque tu travailles, alors lorsque tu as une maison, ce que tu as des biens, tu as un bien, on se dit que l'héritage, et que l'héritage c'est notre maison. La maison n'est pas un héritage, la maison n'est pas un actif. La maison ne nous produit pas de l'argent. La maison nous fait dépenser. Mais lorsque Robert Kiyosaki a évoqué le point dans son livre, il a été plusieurs fois persécuté. Il a été menacé partout parce que là, c'était mal conçu. Et ça, c'est normal parce que lorsqu'une nouvelle conception arrive dans le monde, ça doit être critiqué, ça doit être diffamé, ça doit être rejeté. Et là, c'est ainsi la vie marche. Alors, la maison n'est pas un actif. Pourquoi la maison n'est pas un actif? Lorsque tu dépenses de l'argent, tu dépenses des fortunes pour te construire une très belle maison. D'abord, tu as dépensé de l'argent pour construire cette maison. Alors, tu as dépensé de l'argent pour construire cette maison. Ensuite, tu dois dépenser de l'argent d'abord pour prendre soin de la maison, pour entretenir la maison. Chaque mois, l'argent que tu dépenses pour entretenir la maison, cet argent pourrait te servir à faire un nouveau investissement qui peut te faire retour d'un cash flow. C'est dans ce sens qu'on ne peut pas placer une maison dans un actif. Mais la maison, c'est un passif. Ok. Maintenant, les riches qui ont des notions des immobiliers, qu'est-ce qu'ils font? Si quelqu'un construit une maison et met la maison en location, en ce moment, on peut dire que cette maison est considérée comme un actif. Parce que là, les locataires qui sont dans la maison lui versent de l'argent par mois. Alors, sa maison lui procure de l'argent chaque fin du mois. Alors, cette maison, on peut donc lui placer dans des actifs. On peut donc considérer que cette maison, c'est un bien parce que ça produit du cash flow. Ça, c'est selon le concept de Robert Kiyosaki et de son père riche. Alors les pauvres pensent toujours que la maison c'est un acquis. Maintenant, lorsque tu investis de sommes colossales, je dis bien de sommes colossales, pour construire peut-être une très belle maison, vous êtes confronté à quoi? Vous êtes confronté à trois choses. Trois choses. La première des choses, c'est que vous perdez votre temps. Au moment où vous êtes en train de chercher à construire, vous aurez pu investir l'argent là dans quelque part pour vous faire en retour un revenu supplémentaire. Vous perdez le temps. Alors vous perdez un capital additionnel parce que l'argent que vous utilisez chaque fin du mois pour faire l'aménagement, pour arranger les immeubles, aurait pu servir pour faire un investissement. Et en troisième partie, vous perdez un enseignement. Vous perdez un enseignement. Quel enseignement vous perdez? Lorsque vous achetez une maison, croyant que c'est un bien, c'est que vous allez vous tromper. Vous prenez la maison, vous pensez que c'est un actif alors que c'est un acquis. Alors ça, c'est la perte de l'enseignement à ce niveau. Maintenant, on va faire analogie. On va faire une analogie très rapidement. Vous allez voir ce pourquoi les pauvres sont toujours pauvres et les riches sont toujours riches.
Mais bien avant tout, vous devrez connaître la notion d'un actif et d'un passif. Un actif, d'une manière simple, un actif, c'est un bien, c'est ce qui nous fait rentrer de l'argent, c'est ce qui nous donne de l'argent, c'est ce qui nous fait mettre l'argent dans notre poche. On appelle ça actif. Et les passifs, c'est ce qui nous fait sortir l'argent de notre poche. Et là, j'aimerais qu'on étudie certains diagrammes, certains petits schémas, parce que la meilleure des enseignements se fait au niveau des schémas. Et dans ces schémas, vous allez voir les différents modèles. D'abord, voyez un peu sur l'écran le modèle de marge brute d'autofinancement d'un actif. Donc, vous voyez en haut, pour le modèle de marge brute d'autofinancement, en haut, vous allez voir que on a le revenu, on a les dépenses. Et en bas, on a les actifs, on a des passifs. Alors, si c'est pour un actif, vous voyez que ça fait rentrer de l'argent. Donc, la flèche rentre à l'intérieur du revenu. Maintenant, lorsque vous êtes avec un modèle de marge brute d'autofinancement d'un passif, vous voyez toujours la même disposition, mais cette fois-ci, la flèche commence au niveau des passifs, rentre au niveau des dépenses et sort à l'intérieur. Ça veut dire que ça fait sortir de l'argent de votre poche. C'est ça le concept de l'actif et de passif. Maintenant, nous allons étudier également le modèle de la marge brute d'autofinancement d'une personne pauvre. Une personne pauvre, je précise bien. La marge brute d'autofinancement d'une personne pauvre. Alors, voici sa marge brute d'autofinancement. Voilà, ok. Donc, vous voyez le schéma qui est en haut. On a revenu salaire pour l'emploi. On a les dépenses, les taxes sur impôts, les nourritures, le loyer, les vêtements, le transport. Et en bas, on a le bilan, on a l'actif et on a le passif. Mais vous voyez que la flèche commence au niveau de l'emploi, vient rentrer au niveau des dépenses et ressort. C'est pourquoi un employé, un salarié ne peut jamais avoir de l'argent, ne peut jamais être riche, ne peut jamais se prétendre être riche. Parce que tout l'argent qu'il gagne, ça finit au niveau des dépenses. Oui, ça finit au niveau des dépenses. Au début, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'un pauvre passe tout son temps à faire des dépenses. Voilà. Donc, tout son argent est servi aux dépenses. Rien ne rentre. Il n'a pas d'actif, il n'a pas de passif. Voilà, c'est ça. Tout son revenu provient de l'emploi. Maintenant, lorsque nous prenons le modèle de la marge brute d'autofinancement d'une personne de la classe moyenne, vous voyez, la flèche commence au niveau de l'emploi, bien sûr, qui donne du salaire. Mais lorsque ça donne du salaire, ça va au niveau des passifs, c'est-à-dire que l'hypothèque des prêts pour l'auto, les dettes de carte de crédit et les prêts étudiants. Donc, qui sont les éléments du passif. Maintenant, à partir des éléments du passif, ça rentre directement dans les dépenses. Parce que lorsque tu hypothèques tout ceci, il y a les taxes sur les impôts qui sont là, il y a les paiements d'hypothèques, il y a les paiements d'auto, il y a les paiements de carte de crédit. Et directement, ce sont des dépenses qui font perdre ton argent. Tout ton argent que tu gagnes au niveau de l'emploi vient au niveau des passifs et tu viens dépenser tout ici. C'est pourquoi la flèche sort de l'autre côté. Maintenant, lorsque vous prenez le modèle de la marge brute d'autofinancement d'une personne fortunée, là ça devient encore plus intéressant. La flèche c'est l'inverse. Donc vous voyez que la flèche commence maintenant au niveau des actifs, qui sont des biens fonciers, les valeurs, les obligations, les effets, les propriétés intellectuelles, et qui va directement au niveau des revenus. Et au niveau des revenus, nous avons les revenus sur les locations, parce qu'il a payé des fonciers, des immobiliers, au niveau des dividendes, des intérêts et les redevances. Maintenant, au niveau des dépenses, pour l'homme riche, il contourne. Il ne rentre pas au niveau des dépenses. Au niveau des passifs, il contourne également. Il ne rentre pas dedans. Donc, cette personne, or la flèche rentre au niveau des revenus. Ça veut dire que cette personne crée de l'argent, il crée de la richesse. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que vous devrez savoir. C'est l'ABC, c'est le plus important que vous devrez savoir sur le marché financier. Voilà. Donc, pour ne pas trop vous tromper, voilà ce qui se passe, en quelque sorte. Alors, si vous arrivez à comprendre toutes ces notions que Robert Kiyosaki vient de nous donner, vous comprendrez tout simplement ce qui se passe avec les personnes riches et ce qui se passe avec les personnes pauvres. Mais est-ce qu'on peut dire qu'une personne intellectuelle très intelligente est destinée à être riche? Là, à cette question, c'est bien clair que non, ce n'est pas possible. Si sa richesse ne lui conduit pas à investir dans les immobiliers, à investir dans les domaines porteurs, il ne peut jamais prétendre être riche. Alors son intelligence, il devient taré dans le domaine financier, il devient taré. Mais sur le plan intellectuel et à l'école, il est intelligent, super intelligent. Voilà, c'est ça. Donc vous allez voir, pour les riches, pour le père riche de ce document, ils ont placé la maison dans le passif. Mais pour le père pauvre, il a placé l'actif et il a placé la maison dans l'actif. Croyez que c'était l'acquis. C'était l'erreur, et c'est l'erreur de la plupart des personnes ici. L'erreur de la plupart des personnes.
Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est le résumé du livre. Et si vous voulez vraiment encore avoir plus de notions, parce que c'est une suite, il y a la suite qui s'ensuit, vous devez tout juste vous abonner, activer la cloche de notification. Et là, vous êtes sûr de ne pas rater des prochaines vidéos. Et d'ici peu, je vous dis portez-vous bien. Merci. C'était James Lamboni. Et merci.